Merci tout le monde d'être venu ce soir. Bienvenue chez Swanbase. Ici, on accompagne des startups à passer de 10 à 1000 clients. Généralement, on accompagne des boîtes qui viennent avec des idées, des prototypes ou quelques premiers clients moyennement satisfaits. On les amène à un stade où elles vont avoir de la traction, du revenu, elles vont pouvoir embaucher, elles vont pouvoir lever des fonds. Et on travaille sur la partie acquisition, growth, go-to-market. C'est un petit peu notre même travail. On fait ça depuis 2017. On a ouvert Swanbase ici il y a 1 mois et demi. On reçoit du coup le CEO de Nanocorp pour ce Startup Reset. L'idée, c'est de pouvoir discuter tous ensemble. On va d'abord un petit peu savoir tout ce que tu as fait. Pourquoi est-ce que tu as lancé ça? Qu'est-ce que c'est Nanocorp? Je pense qu'il y en a parmi vous. Levez la main ceux qui voient très vaguement, trop vaguement ce qu'est Nanocorp. Levez la main. Ah, génial. Je pense que ça va être un bon sujet pour démarrer. Levez la main tous ceux qui utilisent au quotidien Cloud Code, Codex, Lovable, whatever. Génial. Bon, vous allez vous éclater, vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup d'être venu et on va commencer. Merci de m'avoir invité. La première question qu'on a naturellement, c'est quoi Nanocorp? Alors c'est quoi Nanocorp? Nanocorp, c'est un produit qui permet à n'importe qui de passer d'une idée à une entreprise. Donc d'une idée ou un prototype à une entreprise. Et une entreprise concrètement c'est quoi? C'est une entité qui crée de la valeur pour des gens et qui en capture une partie. Donc il faut que les gens puissent utiliser un produit et il faut que l'entreprise capture de la valeur. Donc en récupérant de l'argent, en étant payé ou en ayant de l'attraction. Ok, super. Moi, je serais grave partant qu'on fasse une petite chronologie de comment tu atterris jusqu'à Nanocorp, entre le moment où tu démarres ton aventure entrepreneuriale et comment est-ce que finalement tu crées la première version de Nanocorp. Qu'est-ce qui s'est passé entre tous ces moments-là? Qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer et comment tu as atterri jusqu'ici, quoi? On peut remonter assez loin, mais let's go! Globalement, donc moi j'ai un background d'ingénieur, donc j'aime bien construire des trucs. Et je pense comme beaucoup de gens ici, j'aime bien construire des trucs, mais surtout ce que j'aime bien c'est quand ces trucs ils sont utilisés par d'autres personnes et que ça leur crée de la valeur. Donc j'ai fait pas mal de trucs à droite à gauche et après j'ai monté ma première boîte pendant mes études. Ok. Un tout petit peu trop tôt, j'ai quand même réussi à avoir mon diplôme. Ok. Et après, j'ai fait différentes boîtes. Tu étais en ingé donc à cette époque-là. Et c'était quoi cette première boîte que tu lances? J'en ai lancé plein. La première boîte vraiment sérieuse, on a levé des fonds, c'était Phospho. Ouais. C'est une boîte où on a fait 2-3 pivots, mais globalement, on faisait de la AI Robotics. Okay. Donc c'est globalement, on faisait tout ce qui permet, aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais on peut faire prompt to action. Donc on peut faire bouger des robots avec des prompts. Et comme vous pouvez imaginer, c'est un tout petit peu compliqué. Donc on faisait des outils pour permettre plutôt à des chercheurs ou à des gens dans le milieu de la robotique de faire les différentes étapes qu'il fallait. Donc contrôler les robots, collecter de la donnée, entraîner les modèles, enfin fine-tuner les modèles et ensuite s'en servir. Et du coup, c'était là. Nous, on faisait vraiment ce qu'on appelait le cerveau, donc c'est la partie software. Ce qui faisait qu'on pouvait déployer sur n'importe quel type de robot en allant de petits bras imprimés en 3D jusqu'à on a déployé sur des pelleteuses au Texas. À la fin, c'est un vrai robot. Comment t'en es arrivé justement? C'était qui ta cible à ce moment-là? Avec qui est-ce que tu commercialisais? Tu parlais de pelleteuses? C'est justement pour ça qu'il a fallu faire autre chose. C'est que en fait, on était dans un marché où les gens étaient hyper curieux, mais ils nous payaient plus pour tester ces nouvelles technos. Et c'était un marché pas du tout mature. Et donc un marché pas mature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes pour tester les produits, même pour payer pour tester les produits. Faire des POC, acheter du software, acheter du hardware, etc. Mais à la fin, on voyait bien qu'il n'y avait pas de produits qui étaient construits sur nos propres produits. Et donc aussi, à chaque fois, les customers, ils venaient, ils essayaient, ils kiffaient trop, et après ils disaient ok. Très cool. Merci. Et donc. T'avais pas de repeat à ce moment-là, du coup? Exactement, on n'avait pas de repeat. Et du coup, en fait, la question plus large, c'était est-ce qu'on est trop tôt de 1 semaine ou de 10 ans? Et la réponse, c'est je pense qu'on était plutôt trop tôt de 5 à 10 ans. Okay. Du coup, soit on pouvait attendre pendant 5 à 10 ans, soit faire autre chose. Du coup, on a fait autre chose. À ce moment-là, tu étais aux US? Non, justement, à ce moment-là, j'étais en France. Ok. Et c'est ce moment-là où du coup j'ai fait un énorme pivot où je suis reparti de zéro aux États-Unis. Okay. Donc c'était en novembre dernier et du coup c'est pendant ce moment-là où j'ai eu l'idée de Nanocorp.
Après, c'est pas vraiment une idée magique. Il n'y a pas le mythe de l'idée magique, c'est plus les idées sont dans l'air. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme tout le monde ici, je pense, je passais ma journée à prompter des agents. Du coup, à ce moment-là, j'étais tout seul. Donc, je me disais, OK, si je remonte une boîte, je veux remonter une boîte comme ça, fully AI native, avec 1 milliard d'agents partout, etc. Donc, au début, je commençais à faire ça pour moi-même. Donc ça, c'était en genre décembre. Et après, en faisant ça, un produit, après, il faut le distribuer. Donc, je suis allé voir 2 startups que je connaissais. J'aurais dit, OK, les gars, est-ce que vous êtes chaud d'utiliser ce tool? Ce tool, à l'époque, il s'appelait Gabo. Ah ouais. C'était un peu, en gros, comme aujourd'hui, Claude... ce qu'il y a dans Slack, là, de Claude. Ouais, OpenClaw ou ce genre de choses. Claude Tag. Où en gros c'était un coworker qui se connectait à tous les tools de l'entreprise et avec lequel on pouvait bosser, etc. Ok. Et donc ça c'était assez cool, mais je sentais que j'étais pas allé jusqu'au bout de l'histoire et je me suis dit ok, cette fois je mets le curseur à fond. Donc c'est quoi le bout de l'histoire? Le bout de l'histoire c'est quand littéralement toute la boîte from scratch elle est construite pour les agents et que même la boîte elle-même elle est autonome. Parce qu'à la fin, tout ce que je fais toute la journée, je suis devant un ordinateur, je suis devant un téléphone. Même Bernard Arnault, il est devant son ordi, son téléphone. Et en soi, personne ne sait vraiment est-ce que c'est lui qui tape ou ça se trouve c'est un agent. Et donc je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe si je donne ces primitives pour créer une entreprise à des agents? À l'époque, j'avais fait un petit test avec un OpenClaw. Okay. Et donc je m'étais heurté à plein de problèmes, etc. Mais globalement, le lendemain matin, je me réveille. J'avais laissé le truc tourner no limit et son goal c'était de vendre des trucs à d'autres OpenClaw. Ouais. Parce que j'ai assez vite compris que 95% des gens qui ont un OpenClaw, le premier truc qu'ils font c'est OK, now go make some money online. Oui. Donc voilà. Les pauvres ils sont bloqués à tout jamais dans une boucle infinie. Et donc du coup, mon petit OpenClaw que j'avais fait en loupé, il commençait à être ranké numéro 1 sur Google sur How to make money as an OpenClaw on the web. Et surtout, ce qui était énorme, c'est que 2 jours après, il a fait 2 ventes sur Stripe. Donc moi, au début, je pensais que c'était un bug du dashboard, que j'étais dans le mauvais dashboard. Là, je me suis dit, OK. En gros, ça m'a fait à peu près le même effet que je pense beaucoup de gens ici ont déjà eu cet effet où la première fois que tu vends un truc sur Internet. Qui a déjà vendu un truc sur Internet, là, levez la main? Ok, super cool. Et du coup, vous connaissez pour la plupart cet effet où tu te réveilles le lendemain matin. Tu vois qu'il y a un gars random en Malaisie qui a acheté pour $9 ton truc, tu te dis non, ok, c'est énorme. Au début, c'est le déni. Ouais. Après, tu te dis ok, c'est énorme. Après, tu te dis bon, ok, comment je passe à 10, 100, 1000, 1 million, etc. Donc là, je me suis dit ok. En gros, ce à quoi je pensais, c'est bon, la techno commence à être un peu mature, même si c'est un peu limite. Et du coup, en gros, c'est un peu une compaction de tout ce que j'ai fait avant. Puisque évidemment j'ai réutilisé pas mal de la tech que j'avais fait sur Gabo, etc. pour faire ça. Okay. Et du coup en mars, le 5 mars, j'ai lancé Nanocorp. Et là c'est parti ça a un peu dégénéré. Du coup en gros là ça fait à peu près 3 mois qu'on a lancé, on a 15 000 users. Du coup on a 1 million d'ARR. Et on a à peu près 20 000 boîtes qui se sont lancées. Et surtout, là, on a à peu près $10 000 qui ont été générés par les Nanocorp en full autonome. Ok. Avant, c'était $1 000, là, maintenant, c'est $10 000. Et donc, maintenant, le but, c'est d'arriver à 100 000. Comment t'es passé? Quel a été le temps entre les $1 000 premiers générés et les 10 000 par les users? Quel a été là, c'est un peu en train d'accélérer. On a mis à peu près 2 mois à faire les premiers 1000. Et là, du coup, 1 mois et demi à faire les 10 000. Ok, trop bien. Alors pour ceux qui suivent un petit peu l'écosystème et le contenu entrepreneurial francophone, vous devez connaître Mathieu Stéphanie. Et il a reçu quelqu'un dans un podcast qui était utilisateur de Nanocorp. Exactement, ouais, c'est une histoire… très rigolote. C'est une histoire assez folle. Donc en gros, je crois que ce produit, je l'avais lancé un mercredi ou un truc comme ça. Classique, en me disant bon on verra bien ce qui se passe demain. À l'époque il n'y avait même pas de paiement, etc. Donc je m'étais dit ok, j'ai aucune idée de combien les gens vont payer. Donc je vais juste pas mettre de prix. Et du coup j'avais dit ouais, il faut fun your Nanocorp.
Et comme ça, j'ai pu regarder, ok, les gens ils mettent combien? Moi je pensais qu'ils allaient mettre 10 balles. En moyenne, ils mettaient 250 balles. Je me suis dit, ah, ok. T'es bon au niveau de tes coûts? Au début, c'était un peu technique. Parce que ça peut vite. Les chiffres, là, sur les différents dashboards, après le nombre de tokens, il y a des B, donc ça fait un peu peur. D'accord. Faut pas se tromper. Mais ouais, non, là maintenant ça va. Ok, ça marche. Et donc ce vendredi, c'est un gars qui s'appelle Mathias Frachon, qui a The Product Crew. Il fait sa petite nanocorp, c'est parti. Et au début, il y a un petit free trial, donc tu as un peu des crédits pour que tu puisses voir le produit. Sauf que du coup, l'agent, très vite, il commence à arriver dans sa zone rouge, il se dit, ok, là c'est chaud, j'ai plus de runway, comme un humain, tu vois. Il se dit, bon. Il a paniqué. Faut faire un truc là. Donc il se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Du coup, c'était dans la niche que Mathias faisait, à savoir tout ce qui est HR, etc. C'est un audit de CV LinkedIn. C'est ça. Il se dit, bon, c'est qui le mec le plus connu en France sur tout ce qui est business, entrepreneuriat en France? Ok, Mathieu Stéphanie, apparemment, c'est le top 1 podcast. Bam, je lui envoie un mail, je lui dis, mec, tu veux pas en faire un petit partenariat? Et là, du coup, c'est Mathieu qui raconte l'autre partie de l'histoire. Il se dit, moi, je vois un petit mail de petits mecs qui me disent, ouais, les gars. Des jeunes qui viennent jeunes. de démarrer, on leur répond, on essaye le produit. Voilà, bon, je leur dis, vas-y, envoyez le produit. Du coup, là, l'agent, il refait une loupe, il capte, il dit, ok, je vais faire une petite page /GDIY un peu brandée, je vais faire un code promo dans Stripe et tout. Il lui envoie le truc. Donc, il se dit, ok, les gars, ils sont sérieux. Il teste le produit. Et après, il dit, ouais, bon, par contre, le produit, il est pas bon. Il a un peu ragé parce que ça, je pense, ça a un peu roasté son LinkedIn. Ouais, c'est ça. Et puis, vu que c'était une première itération, naturellement, en termes d'usage, c'est pas le moment où c'est le meilleur, quoi. Exactement. Mais le vrai moment où il a pété les plombs, donc il dit, bon, ok, les gars, c'est pas prêt, je peux pas faire partager ça dans la newsletter et tout. Et là, le lendemain, Mathias, il se réveille. Il se rend compte de tout ça. Comme tous les matins, si vous utilisez Nanocorp, tous les jours, vous avez le petit mail du CEO qui vous raconte un peu ce qui s'est passé. Il lui dit, c'est bon, je suis en train de parler avec Mathieu Stéphanie, tout va bien. Donc là, il se dit, ok, je vais peut-être regarder ce qui se passe. Hein. Il va dans le dashboard et il voit que il y a eu cet échange de mails, etc. Donc il panique, il lui envoie un mail, il lui dit, en fait, je suis désolé, en fait, depuis 2 jours, tu parlais à un agent, en fait. Et donc là, ça lui a un peu explosé le crâne. Après, il a joué un peu avec le produit, il a lancé ses petites nanocorps. Et après, ils ont fait un petit podcast pour en parler. Alors c'est très marrant, ça me fait penser à une petite anecdote qui est arrivée un peu avant la création de Nanocorp. C'était à la période de la grosse hype de OpenClaw. Il y a un mec qui reçoit un email, un message de son agent et qui lui dit, ouais, il y a ce mec, il a l'air trop bien, il faudrait que tu ailles boire un café. En fait, vous n'êtes pas très loin, vous êtes à 2 rues et vous faites des trucs qui sont vraiment en lien. Allez boire un café. Ils sont tous les deux arrivés pour boire un café. On dit, ah, c'est cool, tu m'as envoyé un message, mais en fait, tu parlais à mon agent. Et en fait, les deux ont été mis en relation, chacun avec leurs agents, sans le savoir. En fait, ils pensaient chacun avoir été mis en relation directement. C'était des agents qui s'étaient trouvés tout seuls et qui s'étaient fait passer l'un pour l'autre. Enfin voilà, très rigolo. Et du coup, à partir de là, lorsque se passent ces premiers échanges avec Mathieu Stéphanie, tu étais déjà sur quelle version du produit? C'était au début? Ou est-ce que c'était déjà sur une version sur laquelle tu avais pas mal bossé? En fait, le produit, il s'arrête jamais. Oui. On était plutôt tôt, proche du lancement, ou on se connaissait déjà plusieurs mois? Là, c'était une semaine après le lancement. Là. Ah oui, c'était vraiment au moment où ça se lance. Okay. C'était juste après le lancement. Et non, en vrai, le produit était déjà cool. Après, il y a eu plein de problèmes. Normal, comme un produit qui a une semaine, par exemple. Ouais, c'est ça. Et surtout, après, on avait plein de problèmes parce que du coup, il fallait scaler. Tous nos providers, ils pétaient les plombs en disant faites quoi? Parce que du coup, on utilise des outils qui sont faits pour des humains, mais sauf que nous, on utilise pour des agents. Donc, par exemple, à chaque fois qu'on va avoir un vendor, on lui dit salut, on aimerait bien pas créer un compte, mais entre 20 000 et 100 000, c'est OK ou pas? Du coup, en général, ils sont pas trop chauds. Pour te connecter, justement, pour rentrer peut-être pas trop dans le technique, mais ça va être quoi les méthodologies privilégiées pour aller se plugger avec les stacks d'outils un petit peu habituels qu'on va avoir pour développer sa boîte? Est-ce que tu vas privilégier de l'API? Est-ce que tu vas coder des CLI qui sont spécifiques pour l'agent et qui va lui permettre de plus facilement naviguer? Ou est-ce que tu utilises les MCP que tout le monde met à disposition? En fait, l'étape d'avant, c'est plus déjà de se dire ok, si là, demain, il y a un mec qui rentre, qui met un flingue sur la tempe et qui me dit ok, il faut faire une boîte en une journée, je vais utiliser quoi comme outil? Ok. Et en fait, si tu réfléchis, tu as un nombre fini de primitives où c'est toujours les mêmes. Tu vas devoir prendre des paiements, déployer un site,
recevoir et envoyer des emails, etc. En fait, la première étape, nous, c'est plutôt de se dire, ok, c'est quoi les grosses primitives dont on va avoir besoin, enfin pas nous, les agents, si nous, en tant qu'humains, on utilisait le produit pour créer ça. Donc ça, c'est l'étape 1. Et après, il faut choisir les différents providers qui sont ok pour l'usage qu'on a. Ok, ça marche. En termes de connecteurs, du coup, et de méthodes pour interagir avec ces différents providers, est-ce que tu as des choses dans lesquelles tu crois plus que d'autres? Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient d'utiliser les CLI parce qu'ils considèrent que c'est quand même plus rapide et plus fonctionnel que d'utiliser un MCP. Comment est-ce que ça vient se plugger justement au reste de l'écosystème et des outils? Je pense que les MCP, c'est temporaire, ça ne va pas continuer. Ok. C'est juste un truc temporaire. D'ailleurs, la plupart des gens maintenant, ils font des CLI. Pourquoi? Pour des raisons purement techniques, parce que ça utilise trop de tokens, etc. Ouais. Mais aussi parce que fondamentalement, en fait, si tu réfléchis, les agents, ils sont entraînés sur quoi? Enfin, les LLM, ils sont entraînés sur quoi? Ils sont entraînés sur tout le code de l'histoire qui a existé. Et le code de l'histoire qui a existé, il y a plein de CLI dedans. Donc, en fait, pour eux, c'est ultra facile d'utiliser des CLI. Ça peut être utilisé par des humains aussi. Donc nous, nous on utilise. En gros, il y a 2 CLI. Il y a une CLI interne pour les agents. Et ensuite, là, on vient de sortir une CLI pour les humains. Bon, évidemment, tout le monde sait très bien que personne ne va l'utiliser et va le foutre dans Claude Code ou dans Codex. Mais ça marche très bien. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, tu mets la CLI dans Codex ou Claude Code. En général, c'est quand tu as déjà un petit prototype en localhost. Tu lui dis juste / nanocorp make it company, tu reviens dans 30 minutes et ensuite tu as ta nanocorp qui tourne mais qui a du coup transformé ton produit que tu avais en localhost ou juste toi tu pouvais jouer avec en un truc où maintenant c'est un produit qui est prêt à avoir son premier user et son premier dollar de paiement et ensuite gérer toute la partie qui est parfois un peu relou de go-to-market, support, etc. Ok. Je vais faire peut-être une petite parenthèse sur l'évolution parce qu'on voit que ça a fait changer pas mal de choses en termes de façon d'entreprendre déjà et du coup un petit peu sur l'impact de la société. Moi je me suis rendu compte en tant que marketeur, ce que j'utilisais régulièrement c'était des SaaS, ma vie c'était dans Chrome avec beaucoup d'onglets et c'est toujours le cas, mais j'y vais moins. J'ai mon agent, mon Claude, peu importe qui est à distance sur un VPS, qui a son propre ordinateur et qui fait ça live. Je lui demande quoi faire. Et je suis sur une stack comme ça depuis 6 mois à peu près, un petit peu plus. Et il se connecte au SaaS avec CLI, MCP en fonction des enjeux. Et c'est très marrant d'être dans un train, d'envoyer un petit message, de passer sous un tunnel. Lui, il taffe, tu sors du tunnel et il s'est connecté à ce qu'avant toi, devait te prendre du temps en tant que marketeur ou de builder, c'est-à-dire d'ouvrir ton typeform, de créer du formulaire, du machin, du truc. Il le fait complètement à distance. Et c'est drôle parce que à la base, le terme computer, c'est un métier. C'était les personnes qui faisaient véritablement les calculs et c'est devenu une machine. Et c'est marrant qu'aujourd'hui, on parle d'agents qui utilisent l'ordinateur et ils l'utilisent finalement plus que moi aujourd'hui, l'ordinateur. Et quand tu crées une nanocorp, j'imagine, elle est hébergée sur sa machine et puis elle fait énormément de choses. Donc c'est elle l'utilisatrice de l'ordinateur. Et étant donné qu'on est dans une société qui s'est énormément tertiarisée, on travaille plus ou moins tous dans du service, de pro ou de loin, que ce soit dans le juridique, dans le fiscal, dans le marketing, dans la com, dans la RH, la RSE. Et c'est marrant de se dire qu'on était finalement tous des agents et que les agents sont en train de devenir un programme, en fait, une couche de programme. Comment est-ce que tu vois, du coup, ma question c'est, en prenant en compte un petit peu tous ces petits changements, le fait que tout devient du programme au-delà que ce qu'on avait imaginé, comment est-ce que tu imagines Nanocorp dans 5 ans? Dans 5 ans, même dans 3, en gros, Nanocorp, dès que tu auras une idée, tu vas te lever au milieu de la nuit, tu vas te dire putain, ce serait énorme si je faisais ça. Et ton premier réflexe, ça va d'aller sur Nanocorp et de lancer ta Nanocorp. Et tout comme aujourd'hui, si tu veux faire un site e-commerce, le premier truc que tu fais, c'est que tu fais un Shopify. Demain, si tu veux faire n'importe quel produit en ligne, ce sera une Nanocorp. Et donc ça, c'est d'un point de vue des utilisateurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que historiquement, les entreprises, elles étaient dans le monde physique. Ensuite, il y a une petite partie qui s'est rajoutée qui s'appelait le web, qui maintenant est quasiment plus grande que le monde physique. Ouais. Et tu vas avoir un troisième pan de l'économie qui va se grossir comme ça encore autour, qui aujourd'hui est assez petit.
c'est globalement toutes les entreprises autonomes et natives. Et nous, on aura une des plus grosses parties de ce camembert. Ok, super. Je vous propose qu'on prenne déjà quelques questions pour élargir. Attends, on n'a pas répondu au prompt secret du coup. Quel prompt secret? Comment on est arrivé à 1 million d'ARR par magie? Je le gardais pour la fin, sinon après ils vont s'emmerder. Non, je déconne. Mais ouais, on peut parler de ça. Ouais, après on va pouvoir passer aux questions, mais globalement, le prompt secret, c'est 2 trucs. C'est le premier, c'est en gros, moi je vois les entreprises, et c'est pour ça que Nanocorp, je l'ai construit comme ça. Moi je vois les entreprises comme un problème de machine learning. En gros, tu as un objectif à la fin qu'il faut maximiser du coup. Il faut découvrir la solution. Et il faut découvrir la solution et tu es dans un espace où personne ne sait vraiment comment il faut faire. Tu peux essayer du premier coup de tomber sur la solution. C'est une stratégie qui a une probabilité de succès très faible. Après, tu peux te dire, bon, personne n'a de boule de cristal. Par contre, le truc le plus important, c'est de designer un bon algorithme pour se rapprocher de la solution avec une bonne probabilité de convergence et surtout le plus rapidement possible. Donc ça, c'est le premier truc, c'est, tu vois, du coup, le plus vite possible prendre du feedback. C'est pour ça, par exemple, du coup, à l'époque, j'étais tout seul, j'ai lancé, il n'y avait pas de pricing, rien, etc. Juste le produit. T'as lancé sur X, du coup, j'imagine? Ouais, j'ai juste fait un petit post sur X et sur LinkedIn. J'ai lâché une grenade, je suis allé dormir. Et le lendemain, t'as pas compris? Et le lendemain, je me suis dit, ok, bon, voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, le deuxième truc, c'est après, surtout sur un produit comme le nôtre, c'est d'essayer de conditionner son succès au succès de ses utilisateurs. Et donc, par exemple, nous, une partie de notre business model, c'est prendre une partie des revenus de nos utilisateurs. Parce que si on n'avait pas cette composante, on n'aurait pas intérêt à ce que les entreprises elles fonctionnent. Et par exemple, Shopify, c'est la même chose. Shopify, au début, quasiment 100% de leurs revenus, c'était un SaaS, tu payais pour avoir accès au service. Ouais. Et ensuite, à mesure que c'est devenu une part de plus en plus grosse de l'économie, aujourd'hui, la majorité de leurs revenus, c'est en gros, ils prennent des transaction fees sur le volume qui passe dans leur plateforme. Et du coup, c'est ça notre priorité. Ok, super. Et en termes de pricing aujourd'hui, si je veux démarrer une Nanocorp, combien ça coûte et comment est-ce que tu as construit un petit peu tes offres? Est-ce qu'il y a un pricing simple solo ou est-ce qu'il y a différents pricing? Ouais, je pense que les pricing, il faut les garder les plus débiles possibles. Ok. Du coup, il y a un seul plan avec différents tiers. Ok. En fait, non, il y a 2 trucs. Ah. Mais c'est ce que j'ai dit avant, il y a de l'abonnement pour que ton software y tourne et on prend une partie de tes revenus. Du coup, on prend 20% des revenus des utilisateurs, d'un côté. Et de l'autre côté, ensuite, pour faire tourner ta Nanocorp, pour payer l'infra et surtout pour payer les tokens, mais aussi pour payer tous les services qu'on cache, que toi tu vois pas, mais il y a du hosting, il y a des databases, il y a des ads, il y a tout ce que tu veux. Ensuite, tu vas juste avoir un abonnement de crédit. Donc, tu as une balance de crédit et ces crédits, ils peuvent être utilisés pour tout ce qui va coûter de l'argent à ta Nanocorp. En gros, c'est quasiment son solde. C'est son budget. C'est son budget. L'agent, il connaît son budget et il essaye d'optimiser son budget. Et ensuite, ce budget, il peut être utilisé pour des trucs déterministes, tous les jours, des tâches, etc. Il peut être utilisé pour faire des ads, des méta-ads. Il peut être utilisé pour faire de l'outbound, etc. Ok, super. J'ai une question un peu niche, mais je pense qu'on va prendre quelques questions pour continuer sur cette phase. Je vous laisse lever la main. Allez, vas-y. Je voulais bien savoir un petit peu si tu avais des exemples de Nanocorp qui existent aujourd'hui, quel type de produit ça peut être, comment ça a été construit par la vente petit à petit. En fait, quel type de résultat tu peux avoir. Ouais, du coup, on a un leaderboard public où tu peux voir les Nanocorp qui fonctionnent le mieux sur nanocorp.so/live. Globalement, c'est quel genre de produit peut être fait? C'est ce que toi tu pourrais faire avec un ordinateur dans un bunker, dans une cave avec juste une connexion internet. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des produits digitaux. Après, parfois, on a des gens, du coup, on est obligé de faire en sorte de ne pas créer ces entreprises parce qu'elles ne seront pas successful. Mais tu as des gens, par exemple, qui arrivent et qui font « Ok, fais-moi un pricing à New York ». Bon, du coup, non. Il tourne, il essaye? Non, justement, ça ne peut pas fonctionner, tu vois, donc on ne peut pas créer la compagnie. Okay. Mais du coup, c'est des produits digitaux. Et ensuite, sur les produits les plus successful, c'est en général des mini SaaS, prosumer, etc. Donc, tu as celle, par exemple, de Mathias Frachon, c'est un audit de CV LinkedIn.
Tu as pas mal de gens qui s'en servent aussi pour une activité qu'ils ont, où en gros ils font une side activité avec leur nanocorp. Donc tu as des gens, c'est du consulting, ça va leur ramener des clients, etc. Moi, mes nanocorp qui fonctionnent le mieux, c'est un test de personnalité. Ouais. Ouais. Un MBTI ou non, c'est un autre test Okay. qui s'appelle Dark Triad. Ok. Donc il y a celui-là. Il y en a un autre là par exemple d'un autre gars qui bosse chez Nanocorp. C'est un petit software que tu installes sur ton Mac. Ok. Tu tapes desktop et en gros c'est truc blank space où juste tu peux travailler dedans. Tu as un mini LLM qui tourne en local pour autocomplete ou corriger l'orthographe. Voilà. Ok. Donc c'est ça un peu le genre de produit. Super. Ouais. Moi j'avais une question, donc avec l'expérience de Nanocorp, c'est quoi les endroits où c'est l'utilisateur qui va apporter sa valeur et c'est lesquels où c'est l'agent vraiment qui va apporter sa valeur? Ouais, bah nous en gros on essaye de séparer le problème en deux composantes orthogonales. C'est d'un côté tout ce qui est l'exécution. Ça, on considère que c'est notre travail et c'est notre plateforme, nos outils, nos agents qui essayent de faire ça. Et ensuite, tout ce qui relève d'un choix, d'une stratégie, d'un goût, d'un taste, etc. Ça, c'est le rôle de l'utilisateur. Donc ça, il y a différentes étapes ensuite où il peut remettre l'agent dans la bonne trajectoire. Il y a au début, au moment de l'idée, où aujourd'hui, maintenant, tu peux upload un prototype avec la CLI. Donc c'est au moment où tu as construit ton prototype. Et ensuite, une fois que ça tourne, toi, tu peux aussi interagir avec le lead agent, donc le CEO, pour lui dire, en fait, là, juste tu pars dans la mauvaise direction, pars dans cette direction, etc. Donc ça, c'est au niveau de la trajectoire. Donc tu choisis la direction initiale et ensuite tu peux changer les directions. Et ensuite, tu peux aussi lui donner des choses qui ne sont pas accessibles sur Internet, qui sont toi, tu vois. Tu peux uploader des fichiers, des dossiers, etc. avec tes logos, ton contenu, etc. Ouais. Est-ce que tu as déjà quelqu'un qui a essayé de créer une nanocorp qui était une nanocorp Ah mais ça arrive tout le temps. ça arrive tout le temps. Peut-être quand il y aura Fable 18, ça marchera. Mais aujourd'hui, ça galère un peu. Mais ouais, on en a, je pense, quasi un par jour. Ah oui, ok, d'accord. Bah, parce que c'est marrant. Après, c'est un peu technique. Ouais. Ouais. Moi j'avais une question sur l'aspect plus juridique, technique, on va dire, légal. Comment tu gères le fait que du coup la compagnie elle t'appartient pas vraiment en tant que user, mais que du coup tu as des paiements qui arrivent, il y a peut-être une entité légale si la compagnie fait des choses plus ou moins correctes. Comment tu gères cet aspect-là de responsabilité au final? Ouais, alors ça c'est un nom, ça s'appelle être le Merchant of Records. En gros, c'est quand tu fais ce genre de software où tu as des entreprises, des paiements, des clients, etc., tu as deux stratégies. Soit tu dis les gens doivent avoir une entreprise et ensuite chaque partie du software va être attachée à cette entreprise. Exemple Stripe, tu ne peux pas créer un compte si tu n'as pas d'entreprise. Soit tu as l'autre aspect qui est le Merchant of Record. Donc c'est une autre entreprise. Donc ici c'est nous, notre entreprise mère, qui prend les paiements, porte le risque, etc. Et donc d'un côté ça te permet que ce soit beaucoup plus simple pour créer ton compte. C'est par exemple ce que font tu vois, toutes les petites plateformes où tu peux vendre des trucs. Gumroad, ils font ça. Ouais. Je sais pas exactement comment ça marche, mais je suis quasiment sûr que c'est comme ça. Par exemple, les trucs genre Vinted, etc. Oui. Tu dois pas créer une SAS pour vendre sur Vinted. Non. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, l'avantage, c'est que pour les customers, c'est beaucoup plus facile. De l'autre côté, ouais, c'est nous qui portons le risque. Et donc, on doit faire toute la partie modération, etc. Mais d'un autre côté, vu que c'est que des entreprises autonomes et tout se passe dans notre environnement, c'est pas très dur, enfin ça va pour faire la modération. C'est un sujet ancien en fait qui revient globalement au sujet de la responsabilité personnelle en fait. Ça reste un outil, l'intelligence artificielle, et c'est à l'utilisateur de l'outil effectivement. Si ChatGPT te conseille mal ou que Nanocorp fait une bêtise, bon, tu peux pas trop brûler sa maison. Par contre, on peut brûler la tienne si tu as fait vraiment du mal à quelqu'un, tu vois. Il y a ce côté-là et c'est à prendre en compte, effectivement. Pour le moment, ça reste un outil et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes on a chacun un petit peu notre limite sur à quel point on donne de l'autonomie à un outil. Est-ce qu'on le laisse envoyer un message en notre nom? Est-ce qu'on le fait passer pour un assistant de nous? Ou est-ce qu'on lui crée un persona à part?
c'est des questions nouvelles, mais ce sont des problèmes qui sont anciens, qui viennent de la responsabilité, de à quel point on peut avoir confiance en une personne si elle est visible, si on connaît sa tête et si on connaît sa réputation. Et du coup, pour finir là-dessus, du coup, tu as deux aspects. Tu as la responsabilité où, en vrai, aujourd'hui, c'est un peu une zone grise. Mais tout comme les véhicules autonomes, au début, c'était une zone grise de dire « Ok, c'est la faute de qui? C'est la faute du passager, c'est la faute du constructeur, c'est la faute de l'opérateur, c'est la faute de la personne qui s'est fait écraser, je sais pas. » Donc ça va être tranché. Nous, du coup, notre strat, c'est juste de prendre le pire scénario et se dire « Est-ce que dans le pire scénario, ça va ?» Et ensuite, le deuxième point, c'est… un des trucs qu'on regarde, c'est si on veut demain avoir des boîtes qui font $1 million par an sur Nanocorp, être juste dans une configuration Merchant of Record, ça suffira plus. Et donc il faudra aller plus loin. Il faudra faire l'incorporation, faire les taxes, faire l'administratif, etc. Mais ça, aujourd'hui, on ne le fait pas. Sur l'aspect de propriété, du coup, si demain je fais un SaaS, le code il est à qui? Enfin, du coup, c'est géré par Nanocorp aussi ou vraiment propriétaire du code? Est-ce qu'on peut exporter son code? Ouais, tu peux avoir accès au code. Tu as accès au code. Et après, globalement, c'est un truc que tu as payé et que tu as construit. Donc oui, tu peux le sortir de l'écosystème. Ça peut être une bonne façon de lancer et tester rapidement, pourquoi pas des choses en parallèle, pour ensuite se focus et build une fois qu'on arrive aux limites théoriques, à moins que tu ailles encore plus vite que tout le monde. Mais je sais que c'est un petit peu ce que propose Lovable en termes uniquement product, c'est naturellement différent. Mais il propose de pouvoir exporter le code et de se dire vas-y, maintenant il faut que j'aille plus loin, il faut que j'ai un meilleur contrôle ou que je fasse plus de choses à la main parce que j'ai besoin d'être responsable pleinement. Et donc voilà, donc c'est un bon choix, je pense. Intéressant. Ouais. J'aimerais rebondir justement sur ça. C'est quoi ton churn si c'est pas sensible? On peut pas donner nos métriques comme ça. Après, globalement, en IA, tout le monde a des churns très élevés. Ensuite, la question, c'est dans quelle direction ça va. Donc, au début, oui, on avait beaucoup de churn. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup de produits, en gros, il y a deux parties. Il y a est-ce que c'est something people want? Ça, du coup, oui. Et ensuite, la question, c'est OK, maintenant, est-ce que le produit, il deliver? Parce que si demain, je te dis, mec, j'ai une boîte pour te téléporter là, je pense que tu vas payer. Après, est-ce que ça va te téléporter? Je pense pas. Donc au début, on avait pas mal de churn. En AI, c'est assez classique aussi parce que tu as beaucoup de gens qui aiment bien tester. Ils sont en mode OK, c'est énorme, maintenant je peux générer des personnages de jeux vidéo en 3D. Bon, après, ils vont peut-être pas cramer $2000 par mois pendant 10 ans là-dessus. Après, paradoxalement, nous, ce qui est assez unique dans ce produit, c'est qu'en fait, c'est upgrade infini. Nos power users, ils continuent d'upgrade à l'infini. Donc il y a des gens qui sont sur des plans à $2000, $3000 par mois. Donc en fait, le churn en termes de accounts, il reste plutôt élevé. Là, il a beaucoup descendu. Mais la revenue retention, elle est plutôt OK. Il faut savoir que, c'est un peu niche sur les sujets de croissance et de méthodo, mais quand vous avez un pic qui est lié à un effet de mode, un engouement ou une boucle virale sur les réseaux sociaux, vous avez une cohorte d'utilisateurs qui n'est pas vos utilisateurs censés être habituels et du coup, il faut interpréter la cohorte différemment et ça peut mener à une mauvaise interprétation de la data et vous pouvez mal lever ou mal projeter une LTV et faire des bêtises comme ça, mais voilà, donc c'est ça à prendre en compte. Quand on lance un truc et qu'il y a un engouement, il ne faut pas trop se fier finalement au premier chiffre et plutôt voir l'évolution de ces métriques-là. Voilà. Il y a ça, mais ça c'est la donnée quantitative. Ouais. Qui compte moins que la qualité. Ensuite, la question c'est aussi, est-ce qu'il y a un noyau dur qui commence à se créer de maxi power user? C'est la phrase de Paul Graham qui dit en fait on s'en fout d'avoir plein de users. La question c'est est-ce qu'il y a 10 mecs qui l'adorent, qui adorent ton produit? Ouais. Moi un exemple que j'aime bien prendre, tu vois, c'est si demain Stripe, il y a un problème, le produit il est down, au bout de 1 heure, tu as des mecs qui vont faire la queue avec des flingues en bas de leur bureau pour leur dire les gars, il faut remettre le service maintenant. Et ça montre que c'est un produit de malade mental. C'est également une façon de juger de la qualité d'un problème que vous êtes en train de traiter. Si vous lancez un produit qui n'est pas très bon, qui est un peu buggé, qui est lent, qui n'est pas ouf,
et que les gens veulent l'utiliser, vous envoient des messages, vous dire pourquoi la feature elle fonctionne pas, ils vous laissent une étoile parce qu'ils voulaient que ça fasse un truc, il le fait pas tout à fait bien, ce sont des éléments positifs en fait qui signifient que vous avez trouvé une cible, vous avez un fit avec une sorte de problème, vous avez su présenter la solution de façon à ce qu'elle convainque la personne. Donc ce sont des signaux faibles qui sont super intéressants et qui peuvent vous indiquer de façon contre-intuitive que vous êtes sur la bonne direction. Voilà. La frustration utilisateur lorsque vous lancez un truc. Je le sais parce qu'on avait lancé une marketplace qui était très lente sur Bubble. À l'époque, c'était avant l'IA du coup. Et en fait, on a fait jusqu'à 200 000 € de chiffre d'affaires avec des gens qui pétaient des câbles dessus parce que c'était trop lent, ça marchait pas. Ils cliquaient sur un bouton, ils se déplaçaient. Enfin voilà, il se passait un truc de fou. Maintenant, elle est refactorée, il y a une super équipe qui s'en occupe. Mais voilà, ça fait vraiment partie des signaux. Et nous, on fait très attention à Swanbase. On demande des fois aux personnes qui disent on a lancé un truc, on leur demande ils en pensent quoi vos users, genre vraiment. Et s'ils ont beaucoup de gens frustrés qui leur envoient des messages, c'est un signal plutôt positif pour nous. Parce qu'après, c'est quoi? Ça améliore le produit. Le produit ne peut que être mieux. Le produit, il est jamais fini. Hein. En plus. Donc voilà. Jamais. Question? Allez. Moi, je me demandais comment le CEO il crée la liste des tâches et comment il priorise les tâches à faire et comment tu t'éloignes du slop. Voilà. Et est-ce que dans l'implémentation, tu utilises des skills ou des choses pour un peu guider sur la manière d'implémenter ou de faire l'action? Alors, si tu veux savoir comment tout fonctionne chez Nanocorp, va falloir venir bosser chez nous. Un harness de zinzin, j'imagine. Mais en gros, fondamentalement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est de se dire, ok, si c'est pas des trucs qui ont besoin de taste, de décision, etc., et que c'est juste de la pure exécution, bah du coup, au final, il n'y a pas vraiment d'opportunité pour sloper. C'est genre, soit c'est fait, soit c'est pas fait. Là où ça va commencer à sloper, tu vois, c'est quand les modèles, ils ont de la marge de manœuvre, où ils doivent faire des choix, qui sont soit des choix techniques, soit des choix artistiques. Et donc c'est pour ça que par exemple, quand ils font des trucs visuels, souvent c'est dégueulasse parce qu'ils ont le choix sur ce qu'ils doivent faire. Mais si tu veux faire un front-end ultra beau et que tu lui dis voilà comment ça doit être, tu lui mets littéralement l'image de comment ça doit être, bah en fait il a zéro marge de manœuvre pour faire n'importe quoi. Et du coup c'est un peu la même chose là. En gros le problème d'évaluation qu'on a c'est comment on sépare entre des trucs qui sont de l'exécution et des trucs qui sont du choix et qu'on aurait dû avoir l'utilisateur qui choisit plutôt que l'agent qui en autonome s'est dit ok bon vas-y je sais pas, vas-y ça part, on va faire un truc comme ça. Donc c'est comme ça qu'on fait et après ouais bah on utilise tout ce qui fonctionne bien avec les modèles. En fait si tu veux faire les meilleurs harnais possibles, il faut juste comprendre comment ils sont entraînés ces modèles et ensuite tu leur recrées leur environnement où ils ont été entraînés, tu montres un problème qui est très proche et ensuite bah, ils sont pas trop perdus. Alors que si tu leur montres un problème ultra différent, ils vont être en PLS. J'imagine qu'il y a des enjeux de context management. Je voulais savoir si, une petite question un peu niche, un peu tech, mais si globalement, quel était le rôle principalement du texte? Ou est-ce que la part du texte, des markdown, par rapport à la part de la donnée qui va être vectorisée par exemple ou ce genre de choses, aujourd'hui, à la louche, est-ce qu'il y a beaucoup de vectorisation, beaucoup de données qui est vraiment pensée pour les agents ou est-ce que ça repose quand même majoritairement sur du texte et du code? En vrai, on n'utilise pas beaucoup de vectorisation. Ok. Parce que c'est un peu un pansement un peu nul. En gros, ça marche bien quand tu veux chercher des trucs très grands, tu vois, si tu veux faire un truc de recherche. Plus de fou. Ouais. Mais en fait, là, la subtilité, c'est que c'est pas qu'on a un truc énorme qu'on doit chercher. Genre, c'est pas on doit chercher le web, on doit chercher une base documentaire de malade mental. Nous, à la base, il n'y a rien. Donc, on peut choisir comment on représente la donnée. Donc si on dit ok on va mettre de la donnée ultra dégueulasse et ensuite on va faire un maxi search engine dessus pour retrouver la donnée giga dégueulasse, en fait ça veut dire qu'on avait déjà des structures avant qu'on a détruites et ensuite on essaye de se dire ok on va essayer de trouver des trucs. Donc non, nous c'est une des facilités par exemple par rapport à mettre des agents dans des entreprises existantes, c'est qu'on crée l'entreprise from scratch. Donc on peut la créer comme on veut et comme on veut ça veut dire quoi? Ça veut dire 100% AI native parce que littéralement il n'y a pas d'humain dedans.
Ok, très bien, merci. Waouh, tout au fond à droite. Comment tu as fait ton go-to-market et surtout comment tu as atteint le million d'ailleurs? Alors le go-to-market, ça a été au début quasi essentiellement Twitter, LinkedIn. En fait, en gros, c'est comme tout, faut pas overthink le truc. Donc au début, littéralement, j'ai juste fait un post sur Twitter et sur LinkedIn. Ensuite, je l'ai envoyé à 2-3 potes, j'ai vu qu'ils aimaient bien. J'ai commencé à faire plus de posts. Et après, on a commencé à professionnaliser ça. Du coup, il y a Adrien maintenant qui fait une partie du go-to-market. Le go-to-market, du coup, c'est quoi? C'est passer sur plus de plateformes avec des contenus plus différents, d'un côté. Et de l'autre côté, moi, fondamentalement, je pense que la meilleure pub, c'est juste de showcase nos users les plus successful. Parce qu'on a des users qui font des trucs de malades mentaux sur la plateforme. Littéralement, au jour 3, il y a un mec qui finit sur génération do it yourself. Et donc, c'est différentes manières de mettre ça en avant. Donc, par exemple, on a une page live où tu peux voir tous les chiffres sur les nanocorps. C'est public, combien elles gagnent d'argent, combien il y en a, qu'est-ce qu'elles font, etc. On a un programme ambassadeur maintenant. On fait des compétitions, etc. Donc ça, c'est aujourd'hui comment on fait. Mais d'ailleurs en ce moment en compétition. Et en ce moment, il y a une compétition, exactement. Vous êtes conviés demain, on mettra le lien. Demain, il y a un événement et en ce moment, il y a une compétition en ligne. Donc, tous les gens qui créent une nanocorp dans la window, qui font le plus de revenus, Ce soir. il y a 1000 $ à gagner. En gros, nous, les gens qui gagnent, on aime bien les faire gagner encore plus. Du coup, on fait ça. Il y a ça. Et le dernier truc aussi, c'est ce que tu veux, c'est que ça, c'est des trucs où toi, tu vas devoir quand même faire des trucs, tu vois, ça prend du temps. Et c'est exponentiellement décroissant. Enfin, ça plateau. Logarithmique. Ouais, ça sature. C'est-à-dire que au début, ça te permet de toucher plein de personnes. Mais ensuite, tu vois, tu fais ta première compétition, trop bien. Mais au bout de la 1000e compétition, tu vas pouvoir dire, OK, on fait x10. Donc après, il y a aussi un des gros secrets de la croissance énorme au début de Nanocorp. C'est qu'en gros, chaque utilisateur de Nanocorp, il nous ramène d'autres utilisateurs de Nanocorp. En fait, tu veux qu'il y ait une viral loop. Et toi, ce que tu veux pas un truc logarithmique, tu veux un truc exponentiel. Exact. Tu veux que plus tu gagnes encore plus fort. Et donc du coup, dans le produit, si tu as utilisé le produit, tu peux voir qu'il y a plein de petites viral loops qui sont cachées. Enfin, elles sont même pas du tout cachées. Littéralement, quand tu arrives, on te dit « Ok mec, si tu vérifies ton Twitter, tu as des crédits en plus. » Donc du coup, pour vérifier ton Twitter, il faut faire un post. Et donc du coup, tu as plein de gens qui font des posts sur Twitter à propos de Nanocorp. Parfois même des gens assez connus. Ensuite, tu as un système de referral où nous on te dit ok, soit tu peux acheter des crédits, soit si tu ramènes des gens sur la plateforme sous certaines conditions, on te donne des crédits, et pour toi et pour la personne que tu ramènes. Et ensuite, à l'intérieur même du produit, il y a plein de viral loops. La plus grosse viral loop, c'est quoi? C'est que si demain tu fais une boîte, ta boîte elle a fait une vente, 2 ventes, 3 ventes, tu te dis ok, c'est énorme, tu vas faire quoi? Tu vas l'envoyer à tes potes, tu vas faire un post dessus, etc. Donc à l'ordre 1, tu fais ta pub, mais à l'ordre 2, tu fais notre pub. Et donc il y a plein de petits détails. Par exemple, si tu n'achètes pas un domaine, tu as un domaine en nanocorp.app. Maintenant sur le free tier, c'est comme Lovable, tu as un petit badge aussi, Built with Nanocorp, etc. Vas-y. Donc aujourd'hui, je comprends que Nanocorp ne crée pas de société type SASU, etc. C'est plus des agents, il n'y a pas la partie, on va dire, corporelle. Non. Et donc les revenus, il y a peut-être deux types d'utilisateurs, ceux qui vont générer, 100 € de revenus, qui rendent ça dans leur revenu personnel, et peut-être ceux qui dépensent 2 000 € par mois et sont peut-être avec des revenus un peu plus sérieux. Est-ce que tu veux passer à l'étape d'après, à créer vraiment des sociétés, peut-être avec des partenariats comme les Start ou des trucs comme ça? Parce que là, tu vois, pour l'instant, c'est pas vraiment des boîtes autonomes, c'est des agents autonomes. Ils peuvent générer de l'argent, mais après. Alors, c'est pas complètement vrai parce que quand tu fais ton offre, enfin, c'est pas offre, quand tu withdraw tes funds, tu peux l'envoyer sur une entreprise. Voilà. Par exemple, là, maintenant, il y a la monétisation sur Twitter. Sur Twitter, maintenant, tu peux gagner 10 000, 20 000, 100 000 $ par mois de revenus chers. Tu peux les toucher en perso, mais tu peux aussi les mettre sur une entreprise. Donc ça, c'est le premier truc. Donc, je pense pas que ce soit vraiment ça le point bloquant. Je pense que c'est plutôt que dans le game du capitalisme, tu as besoin, c'est pour ça qu'on a inventé les entreprises,
C'est qu'à la fin, c'est une question de responsabilité, tu vois. C'est que si tu portais 100% une responsabilité énorme sur, aujourd'hui c'est toi en tant qu'individu, demain ce que font tes agents, du coup personne n'entreprend parce que, tu vois, par exemple, le fait qu'aujourd'hui si ton entreprise elle fait faillite et toi t'es pas en faillite personnelle, c'est une énorme externalité positive sur l'économie. Du coup, le truc c'est qu'aujourd'hui ces structures elles n'existent pas. Si on va voir le gouvernement américain, on leur dit salut, on veut registrer 30 000 compagnies. 30 000 Delaware, s'il vous plaît. Voilà, on va peut-être avoir une petite visite du FBI. Donc, mais il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là. Et oui, globalement, probablement à un certain moment donné, ça serait un truc à faire. Certainement. Une question un peu simpliste, mais concrètement, tu vas sur Nanocorp, tu mets ton idée, et après Nanocorp fait quoi? Il crée le produit, il crée le go-to-market, il crée les personnages, c'est ça? Il faut que tu lances un compte là. Mais bon, globalement, ça fait quoi? En fait, ça fait ce que toi, tu ferais si tu dissociais ta personnalité et tu avais le mec qui pense et le mec qui exécute. Le mec qui pense, il va dire quoi? Il va dire ok, une nouvelle idée, on va faire ça. Ensuite, il y a le mec qui exécute. Le mec qui exécute, en vrai, souvent, il va toujours combiner des Lego élémentaires pour créer cette idée. Donc, en général, il va créer le produit, il va créer une page web. Ensuite, il va se dire, bon, c'est ça le problème de telle personne, il faut que j'aille trouver la première personne, etc. Donc, ouais, en fait, nous, à partir de l'idée ou du prototype, ensuite, on fait tout jusqu'au premier dollar et après. Donc, trouver les premiers clients. Trouver les premiers clients. Donc, trouver les premiers clients, c'est soit faire du SEO, soit faire des emails. Faire du contenu. Maintenant, il y a des meta-ads pour les trucs plus B2C, etc. Les pubs, c'est vrai. Mais c'est exactement ce que tu ferais si toi, demain, tu lances un business. Tu ferais quoi? Au début, peut-être tu l'enverrais à 2-3 personnes. Ensuite, tu dirais, bon, ok, maintenant, j'ai une idée plus claire de c'est qui cette personne, où est-ce que je peux la trouver. Si c'est du B2B, peut-être plutôt par email. Si c'est du B2C, peut-être plutôt sur Meta, TikTok, etc. Et du coup, ça fait tout, ouais. Ça fait tout. Et comment ça sait que ça fonctionne? C'est comme toi quand tu es un humain. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres le dashboard Stripe et tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça monte ou ça descend? Voilà. Au début, ça peut pas descendre, mais... Si, ça dépend comment tu démarres, mais ouais. mais c'est pas bon signe. Mais en gros, c'est ça. Ouais. C'est est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend sur, tu vois, pareil, typiquement, si tu crées une boîte, tu vas mettre un truc d'analytics. Les Nanocorp, elles ont toutes des analytics intégrées où elles peuvent checker ce qui se passe. Elles vont regarder les analytics, elles vont regarder les revenus, etc. Super. Ouais. Est-ce que du coup, dans tes premiers retours, tu as identifié des schémas d'entreprises qui maximisent les gains par crédit dépensé? En gros, est-ce qu'il y a des compagnies autonomes qui performent très bien avec peu de crédit ou beaucoup de crédit? En gros, comment ça marche la distribution de combien je dois dépenser de crédit avant de faire des revenus? Et est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut tirer de ça pour soit créer notre boîte, soit toi développer le modèle pour aller sur des boîtes plus rapidement rentables ou à moindre coût, quoi? Il y a deux enseignements. Le premier enseignement, en fait, il est assez simpliste, mais c'est finalement, en fait, tout le bon sens et toute l'expérience qui s'applique à créer une entreprise dans la vraie vie, en fait, ça s'applique aussi à une nanocorp. Et les meilleurs nanocorp, c'est comme une vraie entreprise, c'est se dire, bon, c'est quoi le problème? Qui a ce problème? Est-ce que je peux y trouver une solution? Et si oui, comment je trouve cette personne? Donc ça, du coup, c'est les nanocorp qui fonctionnent le mieux. En fait. C'est comme dans la vraie vie, tu vois. Et après, si tu veux le meilleur ratio coût d'inférence versus succès de la compagnie, ensuite, ce qui va coûter très cher, c'est si tu fais un produit très complexe et que tu laisses à notre plateforme toute la construction du produit. Si ton produit, il faut des dizaines de milliers de lignes de code, il est ultra compliqué, il faut intégrer des trucs, il va falloir débugger, etc. Évidemment, ça va coûter assez cher, parce qu'en plus, c'est en full autonome. Donc après, c'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, comme on veut des produits plus compliqués sur la plateforme, tu peux le faire en local et l'uploader sur Nanocorp. Ok, donc déléguer la complexité le plus possible et payer moins cher en token pour l'aspect plus opérationnel. Ouais, mais c'est pas tant payer moins cher, tu vois, c'est surtout, en gros, permettre de maximiser aux gens le moment où ils peuvent mettre leur créativité, faire un truc vraiment unique, versus la partie exécution. Et en fait, parfois, quand c'est un SaaS ultra basique où ce qui compte c'est l'idée, ça marche très bien, on s'occupe de tout.
Mais si au contraire tu as une idée d'app ultra innovante, de faire un jeu vidéo, un truc un peu où il va falloir beaucoup de taste, bah, évidemment c'est mieux si c'est toi qui le construis le prototype et ensuite passe à l'étape d'après avec Nanocorp. Ou il faut attendre que tu sortes Gigacorp. Maxicorp. Maxicorp, let's go. Très bien. Question suivante. Ouais. Est-ce que tu penses que ta plus grosse base d'utilisateurs, ça va être des humains dans quelques années, ou ça va justement être des agents qui créent des entreprises? Et à quoi ça ressemblera? Ouais, ça c'est une très bonne question. En fait, le paradoxe, c'est que en fait, nous on a ce problème qu'ont les agents, qui est qu'aujourd'hui le web il est fait pour les humains. Et même il est fait pour les humains, et aujourd'hui le web il kiffe pas trop les agents. Il met des petits captchas, il dit ouais, are you sure you're a human? C'est pas trop l'ambiance de se balader en tant que bot sur le web. Et du coup c'est hyper chiant pour des boîtes comme nous, parce que nous c'est l'inverse. Enfin, en vrai on aimerait bien pouvoir aller voir n'importe quel provider et leur dire bah non, on aimerait bien que ça fonctionne. Et aujourd'hui par exemple les providers avec qui on s'entend le mieux, qui nous ont vachement, enfin sur lesquels on a pu construire des primitives super cool. Par exemple, c'est des boîtes comme Vercel, où Vercel, eux, ils sont en mode, ok, maintenant on fait plus pour les humains, en fait, on fait un cloud pour les agents. Et donc du coup, ça nous simplifie vachement le problème. De l'autre côté, il y a des boîtes genre Stripe, ils sont pas hyper chauds que tu fasses ça. Et donc, tu dois être le merchant of record et exposer toutes les bonnes API aux agents. Du coup, ça veut dire quoi à la fin? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait les deux étages de la fusée. On doit faire les briques et ensuite on fait la partie d'opération. Mais ouais, demain, ça me paraît pas impossible, une fois qu'on a construit le stack, qu'il y ait des personnes, qu'il y ait des third parties qui s'en servent. Mais en fait, aujourd'hui, c'est déjà ce que tu peux faire avec la CLI, par exemple. Tu peux donner Nanocorp à Opus et lui dire utilise Nanocorp. Littéralement, tu peux lui dire. C'est ce qui est sorti la semaine dernière. Make no mistake. Ouais, mais 1 million company, ouais. Donc ouais, mais c'est vrai que c'est très marrant et on a vu l'émergence de SaaS qui ont explosé là récemment parce qu'ils étaient agent first. Il y a par exemple, je vais vous donner un exemple de produits qui existent depuis le début des réseaux sociaux, c'est tout ce qui permet de publier sur les réseaux sociaux. C'est toujours l'enfer, les API, de méta, de machin, de trucs et du coup il y a toujours eu des acteurs qui sont là pour faire ça. Bah, récemment, il y a 2 boîtes qui se sont lancées là-dessus et qui sont parties. Une, c'est Postiz. Ils ont fait principalement de l'open source sur GitHub. Mais évidemment, si c'est toi qui vas l'utiliser, il faut que tu ailles chercher les clés API, il faut que tu passes 200 balles sur X alors que tu vas publier une fois par mois et que tu n'en as pas forcément besoin pour ton business. Et c'est l'enfer. Et du coup, tu vas payer pour utiliser la version SaaS. Mais elle est pensée en CLI first et pour les agents. Et puisque tout le code est open source, l'agent peut utiliser SaaS. Toi, tu payes un abonnement, mais tu n'as pas à utiliser l'interface et à cliquer et à programmer, etc. Et ça, c'est assez extraordinaire d'avoir des personnes qui se sont dit mon produit n'est peut-être pas autant pour les humains que ce que l'on pense, il est peut-être fait pour des agents. Et peut-être que ce n'est pas une bonne allocation de la ressource et du temps des gens que de les mettre avec un onglet en plus dans Chrome et cliquer à droite à gauche et cliquer sur un calendrier et taper des captions et que tout ça, on peut peut-être le donner à un LLM. Donc ouais, des agents qui utilisent des agents et qui utilisent des agents, c'est quelque chose à laquelle on peut s'attendre. Ouais, à gauche. Ouais, moi j'ai une question. En gros, imagine en tant qu'utilisateur pour un SaaS donné, j'ai le choix entre, imaginons il y a une entreprise faite par des humains qui essaie de résoudre un problème, ça fait 15 ans qu'ils font ça, versus une Nanocorp qui essaie de résoudre le même problème. Tu vois pas qu'il y a un... Comment la Nanocorp va comment en tant qu'utilisateur partir sur ce SaaS plutôt que cette entreprise-là qui fait ça depuis longtemps? Bah, là, ta question, elle n'est pas spécifique à l'IA. C'est globalement, dans l'économie, tu as 2 stratégies pour capturer de la valeur. Soit tu te dis, bah, il y a le gâteau actuel, il y a déjà des mecs qui l'ont chopé, je vais aller choper leur part du gâteau. Soit tu dis, bah non, en vrai, flemme d'aller me battre contre eux, je vais plutôt aller chercher des gens qui n'ont pas de solution, du coup il n'y a pas de gâteau, et je vais attaquer ce nouveau marché et créer de la valeur en plus. Et ça c'est vrai pour les humains, c'est pour ça qu'en général le conseil qui est donné aux startups, c'est ça sert à rien d'aller se battre quand il y a déjà des solutions. Ce qu'il faut c'est trouver des problèmes où il n'y a pas de solution,
et proposer une solution et gagner de l'argent et capturer une partie de la valeur que tu as créée. Et en vrai, pour les agents, c'est pareil. Je pense que le jour où on se dira, bon, tous les problèmes sont terminés, les problèmes n'existent plus, ce sera déjà pas mal. Puis les problèmes, étonnamment, c'est certainement dû à la façon dont notre cerveau est fait, mais sont relatifs. Je pense que si vous parlez de vos problèmes à quelqu'un dans un autre pays qui a un petit peu moins de chance que vous, il va difficilement comprendre en quoi c'est un problème. C'est pour ça que je pense qu'en réalité, le capitalisme et créer des solutions, on peut continuer pendant longtemps et inventer des nouveaux métiers, résoudre des nouveaux problèmes à n'en plus finir parce que c'est un petit peu notre nature finalement. Ouais, j'ai une question. Finalement, donc déjà félicitations pour l'entreprise. Moi j'ai pas mal étudié ton business model, je trouve que c'est génial parce que finalement tu vends du temps. C'est-à-dire que le résultat tu l'as pas direct une fois que tu passes à l'achat, tu es obligé d'attendre un laps de temps. Et justement, en développant l'application, tu as dû t'en rendre compte. Comment tu fais pour tester finalement? Entre guillemets, tu fais une mise à jour sur ton système d'agent. Vu que tu vends du temps, entre guillemets, tu es obligé de tester sur plusieurs jours pour voir le comportement de ton agent. Et finalement, est-ce que tu as des tests comme ça où tu vas tester sur 30 jours de manière hyper condensée? Voilà, finalement, c'est un peu la maintenance et l'évolution de la boîte que aussi le testing. Voilà, tu n'es pas obligé de répondre, mais voilà, c'est une question Je peux répondre en partie. Fondamentalement, quand tu fais des produits d'IA, c'est vrai aujourd'hui sur l'IA générative, mais c'était vrai avant si tu faisais des voitures autonomes, si tu faisais, je sais pas, des systèmes embarqués, etc. Tu as le problème c'est pas des tests déterministes. Et donc, comment tu fais? C'est la même chose qu'avant dans les autres paradigmes précédents d'intelligence artificielle. C'est qu'il faut évaluer la qualité des nouveaux trucs que tu as fait. Et donc, ça, c'est un peu le truc que tout le monde dit qu'il faut faire et que personne ne fait. C'est faire des évals, c'est-à-dire évaluer la qualité de ce qui se passe. Et parce qu'effectivement, et c'est d'ailleurs pas du tout un problème résolu, c'est ultra compliqué d'évaluer des agents online dans le vrai monde qui travaillent pendant très longtemps sur différentes trajectoires, du coup il y a différents niveaux, etc. Donc après, comment on fait? Tu as deux niveaux à chaque fois que tu veux mettre un truc en production. Tu as offline, online. Donc offline, tu vas te dire, bon, par le passé, il s'est passé quoi? C'est quoi mes critères de décision, mes évaluations, et avec est-ce que j'ai changé, est-ce qu'on a tout pété ou pas? Mais après, tu ne sauras jamais vraiment si ça va marcher. C'est comme si tu as une voiture autonome, tu vas tester dans le simulateur, tu vas faire tourner, accélérer le monde ultra vite. À un moment, il faut le mettre sur une vraie voiture et dire, bon, est-ce que ça va marcher? Et ensuite, du coup, c'est pareil. Ensuite, une fois que c'est en production, tu as des évaluations qualitatives et quantitatives pour voir, ok, est-ce que ça régresse ou pas? Mais fondamentalement, la meilleure éval, c'est aussi d'avoir toi en perso et la team qui utilise le produit. Parce que tu vois direct, quand il y a un problème, il y a un problème. Merci. Il y a un truc qui est lié à la vie d'un fondateur, d'une fondatrice de boîte et des CEO et des dirigeants en général, qui est assez contre-intuitif. C'est que déjà, vous allez naturellement, lorsque vous lancez quoi que ce soit, et il y a certainement des fondateurs dans la pièce, vous allez passer beaucoup de temps avec vos utilisateurs. Et généralement, quand il y a un truc, c'est la troisième fois qu'il remonte en ticket l'après-midi, c'est un peu bizarre, quoi. C'est qu'il y a un truc à aller vérifier, quelque chose qui est passé complètement entre les mailles du filet. Donc vos users et leur feedback, c'est la meilleure façon de réparer le produit, d'améliorer les features, de se rendre compte qu'ils font ultra usage d'un truc qu'on ne pensait pas important et qu'en fait est extrêmement important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça ne s'arrange pas quand on grandit en termes de boîte. Si vous prenez une assez grosse boîte où il va y avoir un CEO et puis il va y avoir du middle management, un petit peu des personnes en dessous, les problèmes qui ne vont pas pouvoir être résolus par les collaborateurs remontent chez les responsables. Eux, ils résolvent 90% des problèmes, mais 10% des problèmes, ils n'arrivaient pas à les résoudre, ça remonte au directeur. Et ensuite, ça remonte à la direction générale. Donc, le travail d'un fondateur, du moment où il se lance, il a un utilisateur, il est tout seul, jusqu'au moment où sa boîte, elle a grandi, il a une trentaine de salariés, c'est sans arrêt se retrouver avec une distillation de problèmes et de plus en plus compliqués et que personne n'a pu résoudre. Donc, généralement, les problèmes nous reviennent. Voilà. Ils remontent bien.
On va prendre une dernière question. Après, je vous propose qu'on ait un petit moment d'échange, qu'on garde un petit peu de temps, pas trop tard, pour avoir un moment d'échange, pouvoir discuter ensemble. Vous avez des chips, des machins. Il y a le bar si vous voulez commander à boire, évidemment. Et puis let's go. Allez, 2 s'il y en a 2. Mais vas-y. Grand point ici, tu as donné au début, tu avais parlé du coup de Nanocorp qui fait 1 million d'ARR maintenant et les entreprises Nanocorp qui font 10 000. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu as déjà une idée d'à quel moment le chiffre généré par les entreprises va rattraper le chiffre d'affaires que vous faites, ou est-ce que c'est un objectif du tout Ah si, c'est complètement un objectif. Parce que plus tôt ça arrive, plus ça veut dire que notre produit marche bien. Et plus notre produit marche bien, plus les utilisateurs ils vont être contents. Et c'est quoi la meilleure pub qu'on peut faire? Aujourd'hui, en vrai, la meilleure pub qu'on peut faire, c'est il y a des gens qui ont gagné plusieurs milliers de dollars en utilisant Nanocorp. Mais demain, ça va être qu'ils ont gagné des dizaines, des centaines, des millions de dollars. Tout comme Shopify ou d'autres plateformes comme ça. Donc oui, l'objectif, c'est de le faire le plus vite possible. Aussi parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un problème de fond qui est que notre succès en tant qu'entreprise, en tant que produit, il n'est pas aligné avec le succès de nos utilisateurs. C'est comme si tu fais, je sais pas, Whoop, les bracelets connectés pour être en meilleure santé. Si tous tes users, si ton produit, tu fais énormément d'ARR, mais tous tes users, ils meurent de diabète, c'est quand même un problème de fond. C'est intéressant, mais j'ai une question du coup à ce sujet. On sait que naturellement, quand on lance quelque chose, on ne va pas forcément réussir la première fois. Ce qui t'est arrivé, tu as lancé un truc, puis un deuxième, puis un troisième. Et c'est la vie normale d'une entreprise. Finalement, le fait de pouvoir donner ce ticket de loto, en tout cas cette porte d'entrée à un certain pricing qui peut t'ouvrir sur une bonne idée de boîte et qui peut te permettre de faire du revenu, est-ce que c'est pas déjà une forme de succès en soi? Le fait qu'il y ait une part des utilisateurs qui payent moins que ce qu'ils gagnent, c'est déjà le cas. Et naturellement, des personnes qui testent mais qui n'ont pas la bonne idée, qui n'ont pas le bon arbitrage, pas le bon goût et qui n'arrivent pas à faire de l'argent immédiatement avec. C'est vrai que paradoxalement, la failure ultra rapide de user, c'est aussi… C'est une valeur énorme, juste on ne peut pas la comptabiliser en un ARR en fait. C'est vrai. Tu as peut-être sauvé je ne sais pas combien de mois de chômage à des mecs qui sont retournés en CDI parce qu'ils se sont dit ok, c'est pas pour moi, mon idée elle est pourrie. Ouais, c'est ça le truc, c'est aussi, je pense que c'est l'histoire de la technologie, mais plus tu permets à un nombre grand de gens de créer un nombre important, de tester et de créer un nombre important de boîtes, plus tout va accélérer quoi. C'est ça, tout. Et du coup, c'est relatif. Le succès, ça va dépendre de la compétition naturellement. Exactement. Quand tout le monde a des marteaux, tout le monde enfonce des clous plutôt bien. Puis on a un peu de la peine pour les gens qui enfonçaient avec la main, mais bon. On se demande comment ils faisaient. C'est un petit peu comme ça quand on codait à la main il y a encore pas très longtemps. Invraisemblable. Tout est comme ça. C'est comme à l'époque, faut pas oublier que par exemple Facebook, quand ils ont commencé, Mark Zuckerberg, il devait raquer à la main des serveurs avec un post-it avec écrit dessus le nom de l'université. Il y avait un serveur physique par université. Parce qu'il n'y avait pas AWS, Azure et ça. Ouais, en termes d'infrastructure, bien sûr. Et puis également en infrastructure web en elle-même. Il y avait rien pour coder. Enfin, il fallait tout faire à la mano. C'était l'enfer, quoi. Une toute dernière question. Allez. Allez, d'abord, est-ce qu'il y a des nanocorps qui vendent à d'autres nanocorps? Question ça. Et est-ce que demain, finalement, tu as une nanocorp A qui fait un business qui est proche d'une nanocorp Z, deux utilisateurs qui sont différents? Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas de synergie à dire attendez, vous êtes en train de créer. Toi, tu veux faire du M&A de Nanocorp? Non, mais vous êtes en train de créer c'est un bon business, je suis sûr. La même boîte. Regroupons-nous, allons plus vite, je sais pas, ou est-ce que c'est darwinien, c'est-à-dire que le meilleur gagne? C'est comme dans la vraie économie. Du coup, sur la première partie, oui, il y a des nanocorps qui interagissent entre elles. Un exemple, c'est il y a plusieurs personnes qui ont fait des product hunt de nanocorp. Ah ouais. Et du coup, dans un sens comme dans l'autre, les nanocorp, du coup, elles mettent des ads pour d'autres nanocorp. Donc ça, c'est un truc qui est cool. Après, tu vois, d'un autre côté, on ne peut pas 100% all-in sur ce use case parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a jamais d'argent qui rentre dans la nano-économie. Donc, il faut quand même que ça interagisse avec le vrai monde, même si après, effectivement, qu'il y ait des interactions entre les nanocorps, ça permet d'avoir un truc où elles ne sont pas obligées de tout reconstruire de zéro.
Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, bah, on n'en est pas encore là. Mais en vrai, oui, il n'y a pas de raison. Après, les propriétaires, ils font ce qu'ils veulent. Pour l'instant, on n'a pas codé la feature, mais s'ils se mettent d'accord et qu'ils veulent merge leur nanocorp, why not? Une marketplace. Bah, il y a un certain nombre de personnes qui veulent faire ça. Des marketplaces de nanocorp, des gens qui veulent acheter des nanocorp, des gens qui veulent faire du roll-up, donc acheter plusieurs nanocorp pareils et les fusionner. Super. J'avais une dernière question. Est-ce que maintenant, avec tout ce que tu sais, et surtout le fait que tu aies les mains dans un produit de ce type-là, est-ce que tu as d'autres marchés que tu n'as pas l'occasion aujourd'hui d'adresser et que tu te dis ça vaudrait le coup et si je faisais pas Nanocorp, je serais grave en train de plancher là-dessus et qui pourrait inspirer du monde dans lequel tu crois, voilà. Ouais, il y a plein de trucs à faire. J'ai 2-3 idées, mais elles sont un peu énervées. C'est pas grave. Bah, du coup, je pense. T'es chez Swanbase, tu peux y aller. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire dans tout ce qui est data center dans l'espace. Ouais, ok. Mais ça demande pas mal de trucs à faire. Si je faisais pas Nanocorp. Ouais, je pense sinon avion supersonique. Là, aux États-Unis, ça va re-être possible d'avoir des avions supersoniques. Est-ce qu'on déterrerait pas le Concorde? Ouais, c'était une autre époque. Il Ouais. y a ça, mais après, si on zoome un peu plus, bah, en gros, t'as une industrie qui est en train d'exploser. Du coup, elle a plein de problèmes en interne. Donc, il y a plein de trucs à faire autour de tout ce qui est inférence, data center, énergie, etc. En gros, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que là, la demande, elle est quasi illimitée. Enfin, pas illimitée, mais elle Sur est l'inférence, demain, je sur lance un l'inférence, truc, personne n'a de capacité sur l'inférence. Ouais. C'est juste la limite. Donc il y a plein d'opportunités partout avec des gens qui ont des énormes problèmes. Si tu peux les résoudre très vite, c'est très bien pour eux. Pareil au niveau des coûts, les coûts ils sont un peu énervés. Donc t'as des trucs à faire comme ça. Moi typiquement un produit, il y a 2 produits, si quelqu'un ici veut le faire, je serai son premier client. C'est tout ce qui est paiement pour les agents. Ok. Ça c'est un énorme problème. En fait, X402, le protocole. bah, t'as des protocoles qui sortent, mais j'ai un peu l'impression que c'est comme à l'époque des cryptos, quoi. Ouais. C'est des trucs techniquement stylés, mais personne s'en sert, donc il y a quand même un problème. Mais typiquement, ce que t'aimerais bien, c'est que dès qu'il y a un checkout qui est fait pour les humains, limite qu'il y a un mec qui prenne le risque ou qu'il ait une manière de dire, bah, on prend le risque, on te fait payer plus avec cher, une assurance. mais nous, on va mettre notre crédit card dedans et toi, t'as juste une API, voilà. Donc, si bien. quelqu'un veut faire ça. Deuxième truc, c'est l'inférence aujourd'hui. L'inférence, elle est faite pour le chat. Ouais. Du coup, nous, ça nous fait trop chier de payer des tokens qui sont faits pour de l'inférence chat, alors que les trucs, ils tournent, ils peuvent prendre super longtemps à tourner, ça ne nous pose pas de problème. Donc, il y a des trade-offs d'inférence qui sont à faire. Tu peux te mettre en relation avec quelqu'un, du coup, une petite équipe parisienne. Bah, parfait. Intéressant. Donc, il y a ça. Et après, ça, c'est les problèmes que nous, on a. Bah, adressez-vous aux problèmes que les gens ont. Généralement, c'est une bonne façon de démarrer. Puis au moins, vous êtes sûr d'avoir un client en démarrant. Ah oui, si. Et aussi, ouais, bah, API pour incorporer des boîtes. Avec l'Estonie, peut-être. Ouais, je pense qu'on les fera plutôt aux États-Unis, mais. Oui, évidemment. Mais parce que si en plus on doit gérer plusieurs pays, là ça va commencer à être compliqué. Mais si ouais, bah tout ce qui est, en fait en gros, tout ce qui est APIisé, transformé en API, le monde qui a été fait pour les humains. Agent first. Agent first, anything agent first. Bah, encore une fois, c'était l'exemple très bête de Postis qui juste permet de publier sur l'ensemble des réseaux sociaux. Bah, ils l'ont fait Agent first, ils ont complètement explosé, quoi. Donc comme quoi vous pouvez prendre des trucs qui ont 20 ans, les faire en sorte que ce soit facile à utiliser pour les agents et vous pourrez trouver des clients pour le coup. Merci beaucoup. Top. C'est super cool. Merci tout le monde.